Seules les bêtes de Colligniel. Pour Charlotte, go miniature au pied du monde, en moi, même enfoui. Alice. Les gens veulent toujours un début. Ils s'imaginent que si une histoire commence quelque part, c'est qu'elle a aussi une fin. Que l'orage a cessé, qu'ils peuvent revenir à leur routine, épargnés qu'ils ont été. Ça se tient, je dis pas. Et puis ça rassure un peu. Il faut bien, parce que ce qui s'est passé cette année-là, ça en a inquiété plus d'un. Ceux d'en bas dans la vallée, sur les marchés, dans les foires, ils la racontent encore, cette histoire. Ils inventent la moitié d'ailleurs. Chacun a ses petits détails qu'il a rajoutés, qu'il peaufine les mois passants. À leur place, je ferais pareil. Ça fait des choses à dire. Tout le monde cherche des choses à dire. Sinon, on n'existe pas. C'est humain. Bref. Lorsque les gens reparlent de tout ça, leur début à eux, c'est celui de la télé. Le 19 janvier, le jour où Evelyne Ducas a disparu. Moi, c'est le lendemain que j'ai appris la nouvelle. L'hiver était installé pour de bon, la neige tapissait ma montagne comme un linge trop blanc et les vents n'en finissaient plus de balayer les versants. La nuit, on les entendait hurler autour de la ferme. Ce matin-là, le chauffage à fond pour désembuer mon pare-brise, je conduisais doucement. Malgré les chaînes, je savais que les routes étaient dangereuses. J'ai descendu les lacets au ralenti, au milieu des blocs de granit entassés sur les pentes que, gamine, j'imaginais tomber du ciel pendant un énorme orage. Je pensais à ma journée de la veille. C'est pour ça que je n'ai pas fait attention aux voitures bleues garées le long de la départementale, pas plus qu'aux gendarmes affairés autour avec leurs cartes et leurs portables qui captaient mal. Un autre jour, j'aurais essayé de savoir ce qui s'était passé, j'aurais fait ma curieuse, en me répétant « c'est pas tes affaires ». Mais là, j'ai roulé presque sans ralentir pour entrer dans le bourg et aller me garer près de la place du marché. Il n'y avait pas foule. 3-4 stands de producteurs qui se tenaient chauds en haut de la rue piétonne. J'ai croisé quelques vieilles connaissances, des types que j'avais connus gamins et que je voyais vieillir au fil des années, avec qui j'échangeais juste des petits bonjours histoire de montrer qu'on savait encore d'où on venait, même si on n'avait plus grand-chose en commun. C'est là, dans le froid du marché, que j'ai réalisé que ce n'était pas un jour comme un autre. Les marchands qui se tapaient les mains au-dessus de leurs pièces d'agneau ou de leurs confitures de châtaigne, les clients emmitouflés dans leurs parkas, ils avaient tous la même histoire à la bouche. Les discussions fusaient en petits nuages de buée glacée. Et bien sûr, Eliane était là, avec son panier de légumes sous le bras. Elle m'a alpagué en disant « ça se présente mal. Ils la retrouveront jamais, à mon avis. » Avant de réaliser que je n'étais pas au courant et de me fixer comme si je sortais d'hibernation. C'est finalement autour d'un café, dans le seul bistrot de la ville ouvert cette saison, qu'elle m'a mise au parfum. On était les seules clientes. Il y a une femme qui a disparu. Tous les gendarmes sont à sa recherche. T'as pas vu les infos hier soir? Non, je n'avais pas regardé la télé. Michel, oui, ils étaient collés à l'écran pour suivre le journal local et la météo. Forcément, il était concerné, comme tous les éleveurs du coin qui se demandaient quel sort les jours prochains leur réservaient, à eux et à leurs bêtes. Mais moi, tout accaparé par mes idées, je n'avais pas prêté attention à ce qui se disait dans le poste. Evelyne Ducas, ça te dit quelque chose? Ducas, c'est un nom d'ici, non? Oui, et crois-moi, c'est pas n'importe qui. La disparue était mariée à un notable, un gars du coin parti à la capitale à sa majorité, puis revenu vivre dans la vallée après avoir fait fortune à l'étranger. Un riche, quoi. Mais je pensais à ce moment-là. Voilà pourquoi on en parlait autant de cette affaire. Si c'était un de mes paysans au bord de la faillite qui manquait à l'appel, sûr que ça aurait fait moins de bruit. Il ne fallait pas trop me lancer là-dessus. Ça pouvait durer des heures. Bref. La dernière fois que l'homme d'affaires avait vu sa femme, elle quittait sa villa pour un après-midi de randonnée en solitaire. Une petite marche comme elle en avait l'habitude, bravant l'hiver sur le plateau ou du côté du mont,
elle n'avait pas précisé. Et depuis, plus rien. On avait retrouvé sa voiture abandonnée à l'entrée de la ville, mal garée, en bord de route. Ça faisait un beau sujet de discussion en ce mois de janvier glacial où chacun attendait le retour des beaux jours. Tout le monde y allait de son idée, avec en tête de liste le scénario du pire, celui qui ramenait à la surface les souvenirs de nos ancêtres. La tourmente. Oui, certains disaient qu'Evelyne Ducas avait été emportée par la tourmente, comme autrefois. La tourmente. C'est le nom qu'on donne à ce vent d'hiver qui se déchaîne parfois sur les sommets. Un vent qui draine avec lui des bourrasques de neige violente, qui façonne les congères derrière chaque bloc de roche, et qui, disait-on dans le temps, peut tuer plus sûrement qu'une mauvaise gangrène. C'est comme ça que 2 enseignantes avaient péri dans les années 40. Je connaissais l'histoire depuis toute gamine. Parties à pied pour rejoindre l'école à seulement 2 kilomètres de leur village, les jeunes femmes s'étaient perdues dans la tempête. On les avait retrouvées congelées, collées l'une à l'autre au pied d'un arbre givré. Dans les hameaux, nos aïeux avaient construit des clochers qu'ils faisaient retentir pour guider les égarés quand la rudesse de l'hiver s'installait. Maintenant, ça faisait partie du folklore, de ce qui nous restait de cette époque où tout était plus dur. La tourmente ne tuait plus personne aujourd'hui. Mais Eliane, elle continuait à se faire peur avec ça chaque année. Alors forcément, cette fois, elle y croyait. « Hein ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ?» m'a-t-elle relancé. Je l'ai observée emballée dans sa doudoune avec ses joues bien roses qui la faisaient paraître plus jeune que son âge. Elle voulait mon avis comme d'habitude. Mais là, je n'ai pas répondu. « T'es pas bavarde aujourd'hui ? Il y a un truc qui va pas ? » ?»« Non, pas du tout. » Je mentais, bien sûr. La vérité, c'est que ce qu'elle venait de me raconter dans ce café surchauffé, je ne l'avais écouté qu'à moitié. Je la voyais se passionner pour ce fait divers qui allait faire les gros titres pendant plusieurs jours, se demander si on allait en parler aux infos nationales. Mais rien à faire. Je n'arrivais pas à m'y intéresser. J'aurais dû pourtant. Peut-être que si j'avais compris plus tôt à quel point j'étais concerné par cette histoire, j'aurais pu éviter ce qui se préparait. Mais j'étais ailleurs, moi aussi, perdu dans la tourmente, à ma manière. Alors j'ai laissé Eliane terminer son récit, je l'ai relancé un peu pour faire bonne figure, puis je suis retourné me geler les joues dans le froid de la ville. C'était une journée sans visite. J'ai fait des courses et réglé 2-3 choses en ville, des occupations pour lesquelles je n'avais pas besoin de trop réfléchir. Et le soir, j'ai repris la route vers les hauteurs enneigées de ma montagne. Jusqu'à ce hameau qui m'avait vu grandir et que j'imaginais ne quitter qu'à ma mort avec ses bâtisses trapues aux murs de granit, sa fontaine taillée dans la roche. Je me suis garé dans la pente face au fleuve de brouillard gris qui serpentait dans la vallée, engloutissant le moindre village. À la maison, j'ai posé mes affaires en soupirant, et pas longtemps après, j'ai fait cuire 2 saucisses et des pommes de terre à l'eau dans le silence de la cuisine. Michel est arrivé un peu plus tard quand le dîner était prêt. J'avais le dos tourné, je l'ai entendu retirer sa combinaison dans l'entrée et marcher vers la salle de bain pour se doucher, sans dire un mot. Quand il est venu s'asseoir à la grande table en bois qui barre la pièce d'une fenêtre à l'autre, il avait les cheveux mouillés et sous son pull, il portait son t-shirt de jeunes agriculteurs, celui qu'il mettait après les journées difficiles. Il a coupé un bout de saucisse, l'a mâché un moment, et seulement après, il a demandé « Ça va ?»« Oui ?» ai-je répondu comme si c'était un jour comme un autre. J'ai parlé parce que c'est ce que je fais de mieux. J'ai dit où j'étais allé, qui j'avais vu, ce que j'avais acheté. Michel a haussé les sourcils pour dire « Je vois ». J'ai fixé un instant son visage mat, ses sourcils réunis en une ligne d'une tempe à l'autre, ses yeux dont je n'ai jamais su dire la couleur. « Et toi, ta journée ?» Le poing serré autour de son couteau, il a haussé les épaules. « Les vélages. » Les vélages, c'est tout. Il n'a pas détaillé. Pas besoin, il savait que je savais. Parce que ce métier, je le connais comme si je l'avais pratiqué, qu'il a rythmé ma vie depuis l'enfance.
L'évélage, ça voulait dire qu'il dormait peu, passait l'essentiel de son temps dans l'étable à veiller sur les vaches, à nettoyer les crèches, à étaler le foin. De temps en temps, il descendait dans la vallée pour voir ses clients et régler des problèmes techniques. C'était une période difficile pour lui. Alors non, il n'avait pas besoin d'en dire plus pour que je comprenne. Sauf pour entretenir la conversation, pour moi, pour nous, ça n'aurait pas fait de mal. À la fin du repas, il s'est essuyé la bouche, il a posé sa serviette et s'est levé pour porter son assiette à l'évier. « J'y retourne, » a-t-il dit doucement. « J'ai de la paperasse. » Puis il est sorti de la pièce pour gagner le bureau qui s'était aménagé dans le bas de la maison et auquel on accède par l'extérieur, là où il remplissait ses formulaires et compilait ses bilans sur l'ordinateur. Moi, je suis resté là, face au mur du salon et aux photos encadrées de mes neveux à la plage, toute seule avec ce silence devenu trop familier. Michel et moi, on ne se parlait plus que pour assurer la bonne tenue du foyer. Je dois avouer que ces derniers temps, ça m'arrangeait bien. Surtout ce soir. Parce que j'étais dans mes pensées, obsédé même, on pouvait le dire comme ça. Pas par la disparition d'Evelyne Ducas, comme Eliane et tous ceux d'en bas. Non, depuis la veille, je ne pensais qu'à une chose. À Joseph, là-bas dans sa maison sur le Causse. À Joseph, dont j'avais fini par tomber amoureuse. À Joseph, qui ne voulait plus de moi. Et j'étais à des kilomètres d'imaginer que mon amant pouvait être impliqué dans cette affaire dont on parlait à la télé. Joseph serait pu être un adhérent comme un autre de la mutualité agricole, un de ceux que je visite chaque jour dans le secteur dont je suis responsable. C'est ça notre boulot à moi, à Eliane, aux 3 autres. 5 assistantes sociales pour 4000 paysans, sillonnant les fermes du territoire pour rencontrer ceux que plus grand monde ne va voir, pour leur expliquer que non, ils ne sont pas tout seuls, qu'ils ont des droits, qu'il existe des aides pour embaucher une femme de ménage ou laisser son troupeau à quelqu'un au moins une semaine en août. Personne n'imagine ce qui se passe à l'intérieur de ces exploitations où seuls rentrent encore quelques professionnels. Nous, on est dedans jusqu'au cou. Les réussites agricoles, les jeunes qui s'installent, qui innovent, qui créent de l'emploi et se développent sur Internet, ceux qui font honneur à la profession, on sait qu'ils existent. On y pense parfois pour se donner du courage, mais on ne les voit pas. Ce qu'on voit, nous, c'est des familles en vrac. Des couples qui explosent parce que madame veut un enfant quand monsieur veut une nouvelle étable, des hommes qui sombrent dans la dépression sous le poids du travail, des retraités qui se laissent dépérir lorsque par leur moitié et que les fils ont fui la campagne. Alors il y a 2 ans, quand le maire de sa petite commune m'a téléphoné pour me décrire la situation de Joseph Bonnefille, éleveur de brebis sur le Causse, je n'ai pas été plus étonné que ça. « C'est pas le mauvais gars, m'a-t-il dit. Mais depuis la mort de sa mère, il va pas bien, vous voyez. Cette année, il a pas fané, il y a ces bêtes qui divaguent. » Il n'avait pas fané. Ces bêtes divaguaient. Des signes comme ça ne trompe pas, je le savais aussi bien que le maire. Dans ce genre de situation, la demande vient souvent des autres, des enfants, des élus, des voisins. Mais Joseph ne se serait manifesté de lui-même. Un matin d'été sec et brûlant, j'ai donc pris la route du Causse sans imaginer encore que j'étais au début de quelque chose qui allait tout chambouler dans ma vie. Je me souviens, je suis passé par la ville, je me suis dirigé vers le haut du bourg et j'ai lancé mes roues en seconde sur les lacets qui s'élevaient vers la corniche. Je sentais déjà mon chemisier collé dans mon dos. J'ai ouvert les vitres en grand pour faire entrer un peu d'air. J'ai vu les vallées s'étaler peu à peu sur ma droite, encaissées entre les versants boisés sur lesquels courait l'ombre des crêtes. Alors que je prenais de la hauteur, je devinais les villages accrochés aux pentes plus loin vers le sud. Et en face, il y avait les formes douces de ma montagne et quelques nuages effilochés qui semblaient chercher son sommet comme une brebis son agneau. J'ai pris les virages en rétrogradant, accéléré dans chaque ligne droite, et j'ai atteint les falaises grises du bord du plateau frappées par les rayons obliques du soleil ascendant. La pente de la route s'est adoucie d'un coup, marquant l'arrivée sur le Causse, sur cette immense île plate perchée dans le ciel d'été comme si ce n'était pas tout à fait le sien. 3 vautours fendaient le bleu au-dessus de moi, leurs ailes géantes figées dans les vents d'altitude.
J'ai suivi les routes qui se faufilent parmi les steppes, avec autour de moi les pelouses jaunies, les clôtures et les murets pâles qui découpent la terre en propriétés. J'ai croisé un éleveur menant son troupeau vers les parcours de journée, un chien agité et un âne brun pour fermer le cortège. L'entrée du hameau était marquée d'une croix massive, taillée dans la roche blanche du plateau pour bien rappeler qu'ici, on était en terre catholique. J'ai dépassé 4 baraques aux volets fermés, puis, caché derrière quelques blocs minéraux, j'ai vu apparaître la bâtisse. C'était une maison cossenarde en pierre calcaire, adossée à une petite butte pour la protéger des vents froids. L'endroit était silencieux, sinistre même. Sans la voiture collée au mur, on aurait pu le croire abandonné. Je me suis garé dans la cour, j'ai pris mon dossier et j'ai gravi les marches qui menaient à la terrasse. J'ai frappé. Pas de réponse. J'ai frappé encore. Et enfin, j'ai entendu des pas glisser sur le sol derrière la porte en bois, puis le bruit du loquet qui sortait de son axe. Le battant s'est ouvert en grinçant. Et dans l'entrebâillement, j'ai eu ma première vision de cet homme abîmé qui un jour allait devenir mon amant. Avec son jean sans forme, sa chemise grise et tachée, ses cheveux dans tous les sens. Mais ce que j'ai vu avant tout, c'est le fusil de chasse, qu'il tenait à 2 mains, en travers, comme pour m'empêcher de passer. Tu parles d'un accueil, j'ai pensé. Pourtant, je n'avais pas peur. Non, c'est vrai, à aucun moment je n'ai eu l'impression qu'il était dangereux. C'est peut-être ça, mon erreur d'ailleurs, quand j'y repense. J'avais un peu l'habitude de ce genre de type, il faut dire. Mais surtout, si je me sentais en sécurité, c'est parce que derrière l'arme, j'ai tout de suite lu dans son regard qu'il y avait plus de détresse que d'agressivité. Au fond de ses yeux noirs, sous ses sourcils froncés, c'était aussi vide que cette maison désertée par la vie. Dans la pièce, j'entendais son chien qui sautillait pour voir ce qui se passait dehors. Il m'a détaillé des pieds à la tête sans ouvrir la bouche. Je me suis présenté, j'ai dit les choses clairement, qui j'étais, pourquoi j'étais là. J'ai prononcé quelques mots que je savais rassurants. Je voulais m'assurer que tout allait bien. Je pouvais peut-être l'aider, mais seulement s'il était d'accord. Hein ? Qu'est-ce qu'il en pensait ? Ça a duré un petit moment. Il était méfiant avec ses doigts agrippés à son fusil. Mais j'ai deviné que ça prenait quand j'ai vu ses rides se détendre, ses traits s'adoucir doucement pour révéler un visage presque enfantin sous sa barbe noire et blanche. Finalement, il a jeté un œil vers son intérieur, il a baissé son arme et, avec une voix qui semblait n'avoir pas servi depuis des lustres, il a dit « Entrez ». C'est ça, mon début à moi. C'est là que j'ai pénétré dans son monde. Il habitait seul dans sa maison sur le Causse, pas de femme, plus de parents, des amis d'enfance de moins en moins nombreux dans le département, juste son chien qui lui tournait autour et ses 240 brebis dont il s'occupait en pointillé. Il était l'unique habitant à l'année du petit groupe de maisons assemblées au milieu de la steppe. Les autres bâtiments, c'étaient plus que des résidences secondaires. Je suis entré dans sa cuisine qui servait aussi de salle à manger avec son sol en pierre froide et ses voûtes au plafond. Au-dessus des éviers, il y avait des carreaux d'un jaune sale. Contre le mur du fond, une cheminée cuisinière, mais pas une moderne comme on en trouve dans les maisons des citadins qui viennent encore s'installer dans le coin. Non, une relique de ce passé encore tout frais, où la mère Bonnefille dirigeait le foyer et remplissait chaque soir l'assiette de son célibataire de fils. À droite se dressait une énorme commode avec, coincées au bord des placards du haut, plusieurs cartes postales de Lourdes. Les pèlerinages de la mère, encore elle, supposai-je. Niveau ménage, je m'attendais à pire. Le chien avait pris ses aises, mais c'était à peu près rangé. On s'est assis face à face sur les bancs de sa table en bois. Il a poussé les papiers, les magazines et les courriers jamais ouverts pour faire de la place. Il a essuyé de sa main la couche de poussière. Moi, j'ai défait les élastiques de ma pochette qui contenait mon kit de démarrage, des chemises plastiques, des trombones, des marqueurs. Et en surveillant bien tous mes mots pour ne pas le braquer, j'ai commencé. « On va vérifier l'état de vos droits pour la mutuelle, d'accord ?» Il a dit d'accord.
et dans sa voix je devinais une attente immense, comme s'il espérait que je le sauve d'une sorte de naufrage dans lequel il aurait sombré et toute sa ferme avec lui. Alors on s'est mis au travail. Il a sorti d'un placard ses courriers entassés depuis plusieurs mois. On a fait du tri. On a parlé complémentaire santé, visite d'un technicien agricole pour faire le point sur la conduite de son élevage, RSA même, au cas où ses revenus tomberaient trop bas. On a rempli des formulaires. C'était surtout moi qui dirigeais la conversation. Lui, il acquiesçait, il suivait le mouvement en hochant le menton, en grattant sa barbe piquante ou en plaçant des « ouais, c'est vrai » ou des « non, ça, j'ai pas fait ». Et, doucement, au milieu de ce jargon administratif, j'ai entrevu un peu de ce qu'était sa vie. J'ai de l'expérience dans ce métier. Je pense que je le fais bien. J'essaie de trouver des solutions et d'être à l'écoute, même si parfois je parle trop. Et je sais que pour remettre en route une exploitation à la dérive, il faut du temps. En général, ça prend 2 ans. Pour Joseph, on était dans la moyenne. Les premiers mois, j'allais le voir souvent. Je faisais une bonne partie de sa paperasse à sa place. Parfois même, selon la saison, je plaçais des questions techniques pour l'aider un peu. « Vous avez pensé à acheter de la paille pour l'hiver ? Vous avez déclaré la naissance des agneaux ?» Je n'étais pas un bavard. Certains jours, il est resté muet en face de moi, l'air de chercher ce qu'il pouvait bien me raconter de nouveau depuis ma dernière visite. Alors moi, je meublais, j'inventais des sujets de discussion, je monologuais dans le vide et il m'écoutait avec sur sa bouche quelque chose que j'imaginais être un sourire. Une fois, il m'a avoué lui-même en haussant les épaules « Savez, moi je sais parler qu'aux bêtes et à mon chien. » Il disait ça pour s'excuser, je pense. Mais moi, ce n'était pas ce que je voyais. Parce qu'à sa manière, timide et hésitante, par petites touches, il arrivait parfois à parler de lui. Je me disais d'ailleurs que j'étais la seule personne à qui il racontait des choses un peu personnelles maintenant que sa mère était morte. Avec les autres, les vétérinaires, les fournisseurs, il n'avait qu'un seul sujet. Ces bêtes, leur poids, leur maladie, leur prix, leur goût. Quand j'arrivais chez lui, je voyais bien qu'il faisait un effort, qu'il s'habillait un peu pour m'accueillir, qu'il essayait de reprendre le dessus sur son chien, dans l'occupation des lieux. Il était gentil avec moi. De temps en temps même, j'avais l'impression qu'il tentait un mot d'humour, un truc un peu bancal, mais touchant, de l'intention qu'il y mettait. À ce moment-là, je ne dirais pas que j'étais attiré par lui. Il manquait d'allure, il faut le reconnaître. Mais je l'aimais bien. J'aimais ces petites attentions qu'il avait à mon égard, comme si recevoir une femme dans cette maison reculée était un événement. Ça me donnait de l'importance. Mais ce que je ressentais pour lui, c'était surtout de la pitié. Je trouvais ça tellement dommage, ce paysan tout seul, célibataire, faute d'avoir trouvé celle qui allait accepter de partager cette vie d'éleveur de brebis. Parce que je le voyais bien. Si mon travail a finalement porté ses fruits, si peu à peu j'ai senti qu'il sortait de l'ornière où il s'était enfoncé, qu'il reprenait la main sur son cheptel, à aucun moment je n'ai vu disparaître cette douleur qui lui brûlait le fond des yeux. Joseph, c'était un homme que l'isolement avait cassé. Il souffrait d'un mal bien connu, la dépression. Une fois, je me suis risqué à évoquer une rencontre avec le psychologue. Il s'est fermé d'un coup et m'a répondu « Je suis pas fou ». Alors le travail de psy, c'est moi qui le faisais, même sans le diplôme. Et peut-être que quelque part, jouer ce rôle, ça me plaisait un peu. Après 1 an de visite chez lui, en rassemblant toutes ces bribes de phrases consenties au goutte à goutte, j'avais l'impression de le connaître. Peut-être d'être celle qui le connaissait le mieux parmi les vivants. Et j'ai beau y repenser, à aucun moment je n'ai décelé chez lui les prémices de ce qu'il allait faire. Enfin, de ce que je crois qu'il a fini par faire. Et bien sûr, jamais de sa bouche je n'ai entendu prononcer le nom d'Evelyne Ducas. Parfois, il m'arrive encore de penser à mon mariage, à ce qu'était mon couple avant tout ça. Et je regrette. Oui, malgré tout, je regrette et je me dis, avec le recul, que c'est moi qui suis responsable. Que si Michel n'était plus là aujourd'hui, c'est à cause de moi. Je me souviens de notre rencontre, de ce début pas si lointain où je le trouvais beau avec son air de colosse égaré, le jour où,
Pour la première fois, il a mis les pieds dans la ferme, embauchée par papa pour le seconder pendant les vélages, l'année où sa sciatique avait commencé à devenir un handicap. Michel était ouvrier agricole, il arrivait juste dans le département, mais les vaches, il connaissait, il avait grandi dans une région bovine. Il a débarqué comme ça un matin, emballé dans sa combinaison verte, trop petite pour sa carrure, la coiffure en bataille comme s'il sortait du lit. Tout de suite, il m'a plu. Parce que je l'ai aimé, mon mari. Ça, personne ne pourra me contredire. Au moment de notre installation, quand il a repris la ferme et que moi je m'occupais de réinvestir la maison, on a été heureux. On était sûrs de nous, on avait des tas de projets. Je voulais faire de cet endroit notre pays, me réapproprier ce petit hameau que j'avais toujours pensé quitter après mes études, avoir des enfants. Michel faisait l'inventaire des machines à remplacer, il parlait d'améliorer le cheptel de papa avec un peu plus de sélection, de mécaniser les tables pour se dégager du temps. On espérait pouvoir prendre des vacances au moins le mois d'août, ça aurait été déjà une prouesse. On s'inventait des voyages lointains, on rêvait d'Afrique. Oui, un jour on irait là-bas, on se persuadait. On dépassait nos craintes de ruraux casaniers pour s'ouvrir au monde. L'argent, le temps, on trouverait. C'était juste une question de volonté. Je crois que c'est ce qui nous a manqué, de la volonté. Michel, il était comme ça. J'ai mis du temps à m'en rendre compte. Des idées, il en avait beaucoup. C'était un rêveur, mais côté mise en œuvre, c'était une autre affaire. Il n'a jamais fait évoluer l'exploitation. Il s'est contenté de faire vivre ce que papa avait bâti. Certains disaient que je n'y étais pas pour rien, que je l'écrasais. J'ai bon dos, je trouve. La vérité, c'est que Michel manquait d'ambition. Et durant tous ces mois où je rendais visite à Joseph, notre amour, il était en train de mourir, de s'effilocher comme une vieille pelote de laine. Nos rêves de jeunes mariés, les enfants, les voyages, on n'en parlait plus, on n'y pensait même plus, je dirais. À table, je parlais dans le vide et Michel, lui, il parlait de moins en moins. Je reconnaissais à peine le beau jaseur qu'il avait été. Pourtant, il n'avait pas l'air malheureux. Certains jours, je le trouvais même plutôt enjoué, mais il était ailleurs, perdu dans ses pensées d'éleveur de vaches. Dans son monde, où je n'avais plus l'impression d'avoir ma place. La séparation, ça m'est arrivé d'y penser. Dans un couple normal, c'est peut-être ce qui aurait fini par arriver. Un jour, on aurait conclu ensemble qu'on s'était trompé, on serait reparti chacun de son côté, et puis c'est tout. Mais je savais que c'était impossible, que je m'étais engagé dans quelque chose que je ne pouvais plus défaire. Et chaque dimanche, j'avais ce rituel qui me le rappelait au cas où je l'aurais oublié. Après déjeuner, je prenais la voiture et je dévalais le mont pour rejoindre la maison de retraite dans ce village reclus à l'entrée des gorges où papa avait accepté de finir ses jours pour 2000 € par mois. Je montais les marches du bâtiment moderne, j'entrais dans la chambre et à chaque fois, je le retrouvais à la même place, dans son fauteuil à inclinaison électrique, face à la fenêtre, sa casquette vissée aux rides de son front. En me voyant, il faisait une tête qui en général voulait dire « c'est pas trop tôt ». Plus que je suis heureux de te voir, ma fille. Je l'embrassais sur la joue, je m'asseyais, je prenais des nouvelles. Je savais que vivre ici pour un ancien paysan, c'était une épreuve, alors je le laissais débiter ses critiques sur la qualité des repas. Oui, papa, je comprends. Je racontais ma semaine, ce travail que je faisais dont il n'avait jamais compris l'utilité. Dans le temps, on n'avait pas besoin de ça. Et une fois tous les sujets légers, épuisés, il se raclait la gorge pour donner de la gravité à ses mots, puis en plongeant ses yeux gris dans les miens, de sa voix de vieux fumeur, il disait « Bon, et la ferme, Michel, il s'en sort ?» Alors à chaque fois un silence remplissait l'espace de sa petite chambre. La ferme, Brugier, comme les gens continuaient à l'appeler, c'était sa seule préoccupation, son obsession. Toute sa vie, il l'avait consacrée à consolider ce que son père lui avait légué, enrichir le troupeau, ses 50 mères dont la santé avait plus d'importance que la sienne, élargir ses terres, agrandir la propriété, combler les vides entre les parcelles, tout rassembler autour des bâtiments pour simplifier les déplacements des animaux. Et bien sûr, toucher un peu plus de ces primes à la surface qui avaient tué les petits exploitants. La terre, papa aurait donné sa vie pour elle, pour un bout de terrain bien placé.
Je revois encore son regard sérieux sous son béret quand, posté en bord de route, il observait les parcelles d'un voisin dont la rumeur prédisait la mort prochaine. Son sourire satisfait quand il revenait d'une transaction réussie, et sa mine contrite lorsque, le mégot aux lèvres, il se reprochait un loupé. « Putain, j'aurais dû l'acheter, celle-là !» Mais plus que tout, je me souviens de ses paroles quelques mois avant son départ en retraite. Juché en haut de la pente qui menait à la ferme, il avait pris des airs de seigneur pour déclarer « Regarde, Alice, tout ce que tu vois autour de toi, c'est à nous maintenant. Alors cette maison de vieux, je peux y aller en paix, tu comprends ?» Il avait réalisé son rêve, c'est ce qu'il voulait dire. Mais il y avait autre chose, un sous-entendu, que j'avais bien saisi ce jour-là. Il me rappelait l'importance qu'il attachait à la poursuite de l'exploitation, et donc à mon couple. Avec un fils qui s'était tourné très tôt vers la mécanique et une fille plus intéressée par les humains que par les bêtes, papa avait longtemps craint le moment douloureux où il allait devoir céder ce patrimoine familial à un repreneur inconnu ou, pire, vendre ses terrains par petits bouts, dilapidés comme autant de confettis emportés par le vent sur la montagne. Alors pour lui, l'arrivée de Michel, c'était plus que la satisfaction de voir sa fille amoureuse. C'était le salut. Le gendre inespéré venu sauver la ferme Brugier de l'éparpillement. Et moi, dans tout ça, j'étais engagé jusqu'au cou. Piégé. Envisager une séparation, ça aurait été planifier le désastre familial. Et souiller la mémoire de maman qui, elle aussi, avait pris ce mariage comme une bénédiction. Ce qui m'a fait sortir de mes rails, le déclencheur, je crois que ça a été le suicide de Popeye. Ça nous a tous secoués, il faut dire. Popeye, c'était un adhérent que suivait Eliane, un éleveur de vaches laitières du nord du département. Je lui avais trouvé ce surnom parce qu'il fumait la pipe sur le côté. À l'époque, avec les collègues, on trouvait ça drôle. Il faut bien qu'on se trouve des sujets pour rigoler des fois. On ne pouvait pas deviner ce qui allait lui arriver. Bref. Il avait 43 ans, divorcé depuis 4, on imaginait pourquoi. Depuis, il vivait seul, un peu avec ses parents, qui occupaient la maison voisine, beaucoup avec ses vaches. Son cheptel de laitière, il le gérait difficilement. Le père avait beaucoup investi dans le passé, il s'était trop agrandi, la petite ferme familiale était devenue une entreprise avec un chiffre d'affaires à surveiller, des fournisseurs à payer, des machines à amortir. C'était trop lourd à porter pour un seul homme. En fait, l'administration n'avait fait que lui porter le coup final. Lors d'un contrôle PAC, les agents avaient conclu qu'il avait déclaré trop de surface en herbe. C'était peut-être volontaire, maintenant que les éleveurs sont devenus dépendants de l'Europe au point qu'une grosse partie de leur chiffre d'affaires vient de primes agricoles. Il ne faut pas s'étonner que certains essaient de tirer sur la corde. Mais peut-être Popeye s'était-il juste trompé, avait mal estimé le niveau d'embroussaillement de certaines de ses parcelles. Peu importait, à vrai dire. Tout ce qu'on savait, c'est que l'État avait réclamé le remboursement d'une partie de sa prime à l'herbe avec rappel sur les 3 dernières années. Ça ne faisait pas tant que ça, quelques milliers d'euros, à en croire les experts, il avait de quoi faire face. Mais il y a une chose que les comptables ne mesurent pas, c'est la honte qui enfle en silence à l'intérieur d'un homme. Et c'est de ce côté que ça avait lâché. Le vétérinaire l'avait trouvé un matin au milieu de sa salle de traite, entouré par l'écu de ses vaches qui se plaignaient de ne pas avoir été ramenées à l'étable. Popeye s'était pendu à une poutre. C'est moi qui suis allé à ses funérailles. Eliane n'a pas eu le courage. Je me suis retrouvé dans ma jupe droite et mes talons sur les bancs de bois polis de cette église en granit, parmi la petite foule choquée par le suicide du paysan. Dans les premiers rangs, il y avait les proches, les frères ou les cousins qui cherchaient autant leurs mots qu'une explication au geste de Popeye. Derrière, c'étaient ceux du village, le maire, les commerçants, ceux qui avaient été à l'école avec lui, à l'époque où donner un coup de main à la traite du soir le remplissait de fierté. Et au fond, il y avait nous. Nous, les extérieurs, les institutions discrètes, nous qui le connaissions si peu. Juste solidaires de ce monde agricole frappé par la mort d'un des siens, à la fois sincère et détaché.
C'est là, en regardant le prêtre dérouler ses prières au bout de la nef, que tout s'est mélangé dans ma tête. Comme si d'un coup je faisais le point sur ma vie et sur le monde autour de moi. J'ai pensé à ce métier, à notre pitoyable armée de travailleuses sociales avec nos outils bancals et notre bonne volonté pour réparer des situations humaines qui nous dépassent. J'ai pensé à tous ces Popeyes qu'on rencontrait chaque jour, à ces célibataires contraints, trop fiers pour demander de l'aide quand la souffrance les prenait. J'ai pensé à mon couple, qui battait de l'aile, à Michel, qui avait la chance d'avoir une femme à ses côtés, mais qui ne faisait rien pour entretenir notre amour. Puis j'ai pensé à Joseph, et à ses petites attentions à mon égard, ses minuscules sourires quand, par mes blablas, j'arrivais à lui faire oublier un instant sa condition. Et je me suis rendu compte qu'en pensant à lui, je ressentais un truc. De la tendresse. Oui, ça me faisait du bien. Le lendemain de l'enterrement, j'ai roulé vers les hauteurs du Causse avec cette idée floue qui me trottait dans la tête. J'ai pris chaque virage en me demandant si j'allais vraiment faire ce que je m'apprêtais à faire, en me répétant « T'es pas bien, ma pauvre fille ?» J'ai longé les parcelles de céréales fraîchement récoltées et vu la bâtisse de Joseph apparaître derrière les blocs de calcaire verdis par les lichens desséchés. Je me suis garé, j'ai monté les marches. Tout ça ressemblait à une routine que je répétais à chacune de mes visites. J'ai frappé à la porte et un instant, j'ai voulu qu'il soit absent. Mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite, comme si j'allais monter sur une estrade pour faire un discours devant 300 personnes. Il a mis quelques secondes à venir m'accueillir. J'ai pensé, laisse tomber, il est encore à la bergerie, fait demi-tour. Mais il était bien là. La porte s'est ouverte sur sa silhouette trapue et il m'a dit bonjour avec un petit sourire. Il avait repassé sa chemise. Il a tendu la main, j'ai fait pareil, et j'ai senti la peau rêche de sa peau sur la mienne. Je suis entré à sa suite en serrant ma pochette à élastique contre mon buste comme un petit bouclier. J'ai sorti mes papiers, on devait remplir des formulaires pour qu'il prenne un ouvrier à Noël et aille rendre visite à son oncle installé à 100 km d'ici. J'étais hésitante, je m'en suis rendu compte en commençant. Assise à côté de lui, je sentais son souffle tout près de moi. J'attendais le bon moment. J'en avais envie, en même temps ça me faisait peur. Je n'avais jamais fait ça, tromper mon mari. Je ne suis pas une femme comme ça. J'ai dégluti, ça m'a fait l'effet d'avaler du sable. Et d'un coup, je me suis lancé. Alors qu'il venait de tourner la tête vers moi, j'ai collé mes lèvres aux siennes et je l'ai embrassé. Oui, comme ça, c'est venu sans que je réfléchisse. J'ai embrassé cet homme que je suivais depuis des mois, que j'avais connu au fond du trou et qui commençait seulement à reprendre pied. Sur le moment, il s'est reculé, il m'a regardé avec des questions partout sur son visage, dans ses yeux plus ouverts que jamais, dans ses sourcils soudain froncés, dans sa bouche encore humide de mon baiser. Il a bredouillé « Qu'est-ce que vous... » J'ai recommencé pour le faire taire, pour lui montrer que je ne regrettais pas, que je n'avais encore envie. Cette fois, il s'est laissé faire. Il a fermé les yeux comme s'il goûtait à un fruit qui lui rappelait un temps lointain où il avait été heureux. Ce jour-là, comme on a fait l'amour ensemble, ce n'était pas glorieux. D'un bout à l'autre, c'est moi qui l'ai guidé. J'ai défait les boutons de sa chemise à carreaux, je l'ai aidé à retirer ses vêtements. Son corps était comme je l'avais imaginé, robuste, la peau brunie, les poils gris et épais sur le torse, une ligne qui descendait jusque dans son caleçon usé. Je craignais son odeur, je m'étais figuré que, côté hygiène, il se laissait sans doute aller, mais ce n'était pas le cas. Il sentait la brebis, forcément. Il s'était occupé de ses bêtes juste avant mon arrivée. Mais cette odeur-là, je la connaissais tellement que je ne la remarquais plus. Je l'ai amené à moi avec des gestes lents. J'ai caressé son sexe pour le mettre en confiance, alors que son regard se promenait avec émoi sur ma peau trop pâle, traversée par 1000 expressions muettes. Et quand il est entré en moi, j'ai levé les yeux et je lui ai fait un sourire. Je ne dirais pas qu'il s'y prenait bien. Il y allait un peu durement. Normal, il n'avait pas fait ça depuis longtemps. Pourtant, j'ai aimé. Oui, j'ai aimé me sentir ainsi désiré. Je voyais en lui ce que plus jamais je ne voyais en Michel. Ça me faisait du bien, l'impression de renaître un peu. Il fuyait mon regard, l'air stupéfait de ce qui était en train de se passer, de cet instant volé à son ordinaire, à son troupeau qui l'attendait sur les
parcours cauchemar de se retrouver comme ça avec moi sur le canapé dans cette pièce immense qui savait tout de lui. Il a joui les yeux fermés. Et ce visage déformé qui disait son plaisir, il ne m'a pas quitté de la journée alors que je visitais mes autres adhérents, que je passais d'une famille à une autre en traversant les prairies caillouteuses du plateau. « Tu as trompé ton mari ?» me répétais-je. « Tu as trompé ton mari ?» Et je ne savais pas si j'en étais honteuse ou heureuse. Joseph est donc devenu mon amant. Tous les 15 jours environ, je retournais chez lui et on faisait l'amour comme ça dans son salon. Il ne parlait presque pas, il ne me regardait pas. Il ne m'a jamais emporté nulle part, pas de 7e ciel, pas d'explosion, rien de tout ça. D'ailleurs, je ne me faisais pas d'illusions de ce côté. Ce n'était pas ce que je cherchais. À dire vrai, l'orgasme, en général, je l'atteins plus facilement toute seule. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Pourtant, j'y prenais du plaisir, oui. J'aimais être avec lui, sentir sa peau collée à moi. Et j'aimais ce côté interdit de notre relation dont personne ne savait rien. J'avais l'impression de faire un truc un peu fou. Je sais, il y a pire comme folie, mais pour moi, c'était déjà beaucoup. Il avait fallu 42 ans pour ça, pour que je me comporte comme l'adolescente que je n'avais pas été quand j'en avais l'âge. Lorsque je parcourais le Causse, je regardais la bâtisse au loin, à côté des autres baraques désertes. Je me demandais... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.